Bonjour, je suis Elisabeth van Steenbergen. Je suis conseillère technique chez Synergrid. Donc, je vais vous donner une présentation sur la nouvelle prescription C1011, la nouvelle édition qui vient de sortir début septembre. Je me suis focalisée surtout sur les installations de petite et moyenne taille parce que si j'ai bien compris, c'est surtout à ça que vous êtes confrontés. Et donc j'ai trois parties dans la présentation. Une première partie plutôt générale sur qui est Synergrid et un peu d'explication sur notre manière de fonctionner. Ensuite, une partie sur l'édition même, comment on est arrivé à ça, quelques éléments importants. Et finalement, j'ai fait une sélection de certains points, des nouveautés, des points d'attention et pas forcément dans l'ordre de la prescription. C'est une sélection de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc Synergrid, qui est Synergrid, c'est la fédération des gestionnaires de réseaux d'électricité et gaz en Belgique. Et nos membres, c'est les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution, aussi bien en électricité qu'en gaz. Donc pour le transport, c'est Elia et Fluxys, et pour l'électricité, les 5 plus grands, c'est à Bruxelles, Sibelga, en Wallonie, Ores et Reza, et en Flandre, c'est principalement Fluvius. Et donc, la mission de Synergrid, c'est défendre les intérêts communs des GRD et GRT, donc des gestionnaires de réseau, pour la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux, de le faire d'une façon fiable et en sécurité, assurer que l'accès au réseau public se fait sans discrimination pour tous les utilisateurs. On participe aussi à la facilitation du marché d'énergie et on assure aussi au niveau belge, donc pour tous les gestionnaires de réseau, le suivi de la législation et la normalisation dans notre domaine. Ici, il y a quelques chiffres clés pour la Belgique du secteur. Donc, il y a plus que 240 000 km de lignes électriques et câbles. Il y a à peu près 6 millions de points d'accès en électricité. Il y a plus que 11 000 employés pour les gestionnaires des réseaux. Donc, ça veut dire en dehors, sans compter les nombreux sous-traitants qui travaillent pour les gestionnaires de réseaux. Et donc, comment Synergrid fonctionne? Tous les membres, donc les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, ils sont représentés par des experts délégués dans les différentes commissions, comités et groupes de travail de Synergrid. Et donc, il y a beaucoup de gens, des gestionnaires qui sont actifs en Synergrid, mais Synergrid en soi-même, c'est une petite société. Il n'y a que 20-25 personnes qui sont des employés directs de Synergrid, comme moi par exemple. Et donc, comment on fonctionne? On fait des réunions de concertation et dans ces réunions, on travaille par exemple sur la rédaction et la publication des prescriptions techniques, des spécifications et des recommandations. Et lié à ces prescriptions, il y a aussi l'homologation de certains types de matériaux. Et on assure aussi donc la représentation dans les commissions de normalisation nationale et internationale. Et Synergrid fait aussi le lien avec les régulateurs et les services publics belges et européens, donc pour tout l'ensemble des gestionnaires de réseau. Et de l'extérieur, comme pour vous par exemple, qu'est-ce qui est visible de Synergrid? C'est principalement nos publications. Et le premier, donc les prescriptions techniques, spécifications et recommandations telles que la C1011. Et liées aux prescriptions techniques et spécifications, les listes de matériel homologués. On publie aussi certains autres documents et brochures plutôt informatifs, comme sur les creux de tension, sur les champs électromagnétiques, la sécurité photobiologique pour l'éclairage public. Et donc le principal, c'est les prescriptions. Et donc Synergrid est structuré selon les sujets qu'on traite en commun au niveau belge pour tous les gestionnaires. Donc il y a des commissions en électricité, des commissions gaz et des commissions mixtes. Et aussi des sujets un peu à part sur le fonctionnement du marché d'énergie. Et aussi autre chose que Synergrid fait, ce qui est un peu à côté de tout le reste, c'est les affaires sociales du secteur. C'est une équipe à part qui s'occupe de ça. Et donc pour l'électricité, il y a plusieurs commissions. Et pour le gaz, le principe est pareil. Chaque commission a un code selon le sujet. Par exemple, CE1, la commission CE1, c'est commission électricité 1, s'occupe des sujets sur la gestion et l'exploitation des réseaux.
Et la commission 10 s'occupe de Power Quality et production décentralisée. Et les prescriptions techniques, pourquoi on rédige des prescriptions techniques? C'est toujours dans le même objectif de faire de sorte que la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau se fait en sécurité, qu'on construit un réseau fiable, qu'on assure la continuité de service. Et donc, pour ça, on a besoin d'une interaction correcte entre le réseau public des gestionnaires et les installations des clients, des utilisateurs de réseau qui y sont connectés. Et donc, pour faire de sorte que cette interface se passe d'une façon correcte et que les installations réagissent correctement et qu'une interaction correcte, on rédige des prescriptions techniques. Et donc, si vous répondez à ça, en général, on assure un bon fonctionnement du réseau public aussi. Et c'est pour ça que la plupart des prescriptions techniques ont un caractère légal plutôt. Donc la plupart des prescriptions est obligatoire et vous êtes obligé de l'appliquer. Et en général, s'il y a une obligation légale, c'est parce que les régulateurs belges, donc les régulateurs régionaux, la COAP pour la Wallonie, Bruegel pour Bruxelles et la VREG pour Flandre, ils ont formellement approuvé le contenu des prescriptions. Et donc, en général, enfin, toujours, ils font mention de nos prescriptions Synergrid dans des textes légaux, dans d'autres textes légaux. Et donc, par la mention d'une certaine prescription Synergrid telle que la C1011, elle est rendue obligatoire. Et donc, le contenu des prescriptions, souvent, est dans le même domaine. Donc, le sujet est différent, mais la structure est comparable. Il y a une partie qui vient de la législation et la normalisation internationale européenne et belge. Et donc, par les prescriptions, on assure que vous appliquez les normes et la législation qui est nécessaire dans ce domaine-là. Il y a aussi une partie qui est le retour d'expérience des gestionnaires de réseau dans la gestion de leur réseau. Donc, s'ils ont rencontré certains problèmes dans le passé, dans la gestion avec certains matériels, ils vont faire des exigences techniques pour éviter que ça se répète. Et ça sera consolidé dans les prescriptions aussi. Et il y a aussi des particularités d'un réseau public, de distribution publique. Mais il y a un aspect, c'est-à-dire dans le passé, il y avait plusieurs zones en Belgique et il y a plusieurs gestionnaires des réseaux qui ont fait des choix de matériel et de conception de leur réseau qui est un peu différente. On essaye de s'uniformiser, mais il reste toujours des différences. Et donc c'est pour ça que vous allez toujours pour chaque GRD, à côté des prescriptions techniques Synergrid qui sont communes pour toute la Belgique, vous allez toujours avoir des prescriptions complémentaires par GRD. Donc, pour la C1011, c'est la même chose. Vous avez la prescription C1011 qui contient la plupart des prescriptions, mais chaque GRD aura toujours quelques particularités liées à son réseau spécifique. Et toutes les prescriptions techniques de Synergrid sont gratuitement téléchargeables sur notre site. Et donc, il y a une page pour les prescriptions techniques électricité. Et là, vous allez voir C1, c'est le code pour la commission 1 qui s'occupe de l'exploitation des réseaux. Et donc, toutes les prescriptions qui sont faites par cette commission commencent par C1/ et un chiffre. Et c'est la même chose pour toutes les prescriptions et documents qui sont rédigés par la commission 10 de production décentralisée. Ils auront un code C10/ quelque chose. Même chose pour les listes de matériaux. Et il y a plusieurs prescriptions qui peuvent être importantes pour vous pour des productions décentralisées, parce que souvent, quand vous avez une production décentralisée, c'est dans le cadre d'une nouvelle installation ou même un nouveau raccordement, soit au réseau basse tension, soit au réseau haute tension. Et donc, il y a principalement deux prescriptions qui sont très importantes. Pour la basse tension, la prescription C1, 100 et 7 décrit toutes les exigences plus génériques, donc pas uniquement pour une production décentralisée, mais pour un raccordement en général en basse tension. Et en haute tension, il y a la même chose, c'est la prescription C212. Et donc ensuite, on a des listes de matériel homologué. Et en général, l'application, ou pour tous, l'application est exigée par une prescription qui est en dessous. Donc, par exemple, la prescription C1011 donne toutes les exigences pour raccorder une production décentralisée au réseau. Et pour ça, par exemple, vous avez besoin, pour certaines installations, d'un relais de découplage.
Et les fonctionnalités du relais de découplage seront décrites dans la C1011, mais pour un peu faciliter le travail et pour faciliter l'intégration en Belgique, il a été décidé de faire une sorte de contrôle préalable de ces relais. Et donc les fabricants de relais peuvent demander à Synergrid de faire homologuer leurs relais selon une set de caractéristiques qui sont nécessaires pour répondre à la prescription C1011. Et alors, ils sont tous repris dans une liste. Et il y a la même chose pour d'autres domaines aussi. Par exemple, il y a des listes de matériel de coupure-tension et qui sont obligatoires en Belgique. Et eux aussi, ils sont basés sur la prescription C212. Et il y a la même chose pour des cabines préfabriquées. Il y a encore d'autres listes de matériaux. Et donc, l'objectif, c'est de faire un contrôle préalable. Ça devrait faciliter quand vous faites une installation. Si vous prenez un relais qui est homologué Synergrid, vous êtes sûr que ce relais répond aux exigences minimales exigées par la prescription C1011. Et tous les matériels homologués se trouvent aussi sur une page. C'est page matériel homologué, forcément. Et là, il y a tous les matériels gaz, électricité, éclairage public. Et avec la même logique, le code fait le lien avec la commission qui est responsable pour ça. Il y a aussi une procédure générale pour l'homologation de matériel, mais je pense que pour vous, c'est moins important. C'est surtout pour les fabricants qui veulent faire homologuer un matériel en Belgique. Parce que, puisqu'on veut faciliter aussi l'accès au marché, l'homologation est libre pour tout le monde. Donc chaque fabricant de Belgique ou de l'étranger peut appliquer pour avoir une homologation de son matériel. Tant qu'il répond à nos exigences, il peut demander une homologation de son matériel et de se faire ajouter sur nos listes. Et donc, pour ce qui est la production décentralisée, c'est principalement les relais et ce qu'on appelle pour l'instant autre. Le nom va changer. Donc ici, il y a l'homologation de relais et là, c'est l'homologation de l'unité de production décentralisée. On travaille aussi avec la nouvelle édition de la C1011 pour faciliter un peu ces listes. Pour l'instant, il y a 4 listes séparées, mais il y a par exemple pas mal de relais multifonctions qui ont aussi la fonction de découplage ou des relais anti-retour qui ont aussi la fonction de découplage homologuée. Et donc, on va faire une seule liste en Excel avec les caractéristiques. Donc, comme ça, vous pouvez voir ce relais-là, il peut être utilisé comme relais de découplage et comme relais anti-retour, par exemple. Ou ce relais, c'est uniquement un relais anti-retour, mais c'est encore en cours. La nouvelle édition C1011, donc, elle est publiée le 1er septembre de cette année-ci. Et il y a eu des éditions en 2004, 2006, 2009 et 2012. Et donc maintenant, il y a déjà quelques temps depuis qu'on a publié une révision. Et donc, le monde d'énergie est en changement, comme vous savez tous. Et donc, il y a de plus en plus d'énergie verte produite. Et dans le temps, l'énergie était produite et allait comme ça dans le réseau de transport, réseau de distribution vers les clients. Mais maintenant, il y a les productions décentralisées qui peuvent se trouver à plusieurs endroits dans le réseau. Et donc, le cadre technique aussi des gestionnaires de réseau n'était pas encore adapté à recevoir ce type de production. Et donc, on a dû suivre avec nos prescriptions techniques. Et ce sont les éditions qui ont suivi, la première en 2004 et donc maintenant une en 2019. Il y a aussi l'interconnexion européenne des réseaux. Et donc, ça augmente aussi certaines menaces de pénurie et d'instabilité du réseau et des risques de blackout parfois. Et donc là aussi, on a dû adapter nos prescriptions. Et par exemple, pour les petites unités de production, les exigences n'étaient pas très strictes au début. Mais puisque leur volume est devenu tellement important et qu'on est de plus en plus connecté au niveau européen, il y avait le besoin que les petites installations soient plus robustes aussi pour des instabilités du réseau. Et donc, les exigences ont augmenté un peu pour ces petites installations. Il y a aussi de plus en plus d'uniformité au niveau européen pour la connexion des productions décentralisées. Et il y a eu un code réseau européen qui s'appelle Requirements for Generators et elle est valable pour toute l'Europe. Et dans ce code réseau, il y a une partie qui est commune pour toute l'Europe
Et il y a certains aspects où le code réseau, qui est donc obligé par la Commission européenne, laisse certains degrés de liberté par pays. Et donc il y avait toute une procédure, un processus très clair qui était défini dans le code, comment il faut choisir ces caractéristiques. Et donc c'était un processus assez long et avec beaucoup de consultations des gens qui sont concernés. Et Synergrid a fait ça donc avec les gestionnaires de réseaux de distribution et transmission ensemble. Et donc pour vous, ce qui est le plus important à savoir, c'est que donc, le code réseau oblige d'appliquer ça dans chaque pays. Et en Belgique, pour la distribution, le document qui va intégrer les aspects du code réseau européen, c'est la prescription C1011. Donc si vous respectez la prescription C1011, vous êtes aussi en ordre avec ce qui exige le code européen. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher les détails du code. Et donc, on a eu aussi quelques motivations en plus pour faire une toute nouvelle édition, parce que entre la version de 2009 et 2012, il n'y avait pas beaucoup de changements dans la forme. Il y avait certains aspects techniques qui avaient changé. Et donc, c'était uniquement sur ces points-là, par exemple, la fréquence de découplage qui avait changé entre l'édition de 2009 et 2012. Mais l'édition qu'on a publiée maintenant en septembre, elle a complètement changé de structure et aussi le contenu a quand même fort changé. On a essayé. Donc, une chose qu'on a changé, c'est qu'on a constaté qu'en pratique, c'était pas toujours très facile d'utiliser la prescription parce qu'il y avait une prescription avec tout dedans et si vous étiez intéressé à une petite installation de 8 kVA ou une grande installation d'un mégawatt connecté au réseau de tension, c'était la même prescription. Et c'était pas toujours facile de trouver les informations dont vous aviez besoin. Et donc, on a essayé, et même chose, par exemple, un installateur a besoin d'autres informations d'un fabricant qui veut faire homologuer du matériel ou un client final. Et donc, pour ça, on a essayé de changer la structure et de structurer les chapitres le plus que possible selon le public cible. Donc, si c'est le fabricant qui a besoin des infos ou l'installateur ou l'utilisateur, on a essayé de faire la distinction. On a aussi essayé d'intégrer certains éléments visuels avec des codes couleurs selon la puissance de l'installation. Par exemple, ce qu'on appelle les petites installations, je reviens sur la définition plus tard, c'est un groupe assez spécifique avec des souplesses dans certains aspects. Et donc, spécifiquement pour ce groupe-là, il y a toujours une sorte de petite bande bleue à côté. Donc, si vous êtes spécifiquement intéressé à raccorder une petite installation, vous pouvez vous concentrer sur les bandes bleues dans la prescription. Et donc, par exemple, si vous voyez une bande orange, vous savez que c'est pour des grandes installations et que ça ne vous concerne pas. La même chose pour des groupes de secours, parce qu'il y a certaines souplesses pour des groupes de secours dans certaines conditions. Et là, il y a aussi un petit logo à côté. Comme ça, vous pouvez repérer facilement les exceptions qui peuvent être faites pour des groupes de secours. Ce qui est très nouveau aussi, c'est une question qu'on avait souvent. Pour la première fois, on a aussi publié une version en anglais. Et un nouveau élément aussi, c'est on a fait une sorte de matrice. C'est le document que j'ai mis sur la table, la grande feuille A3, pour donner un aperçu des équipements requis par type d'installation. Mais après la pause, je vais vous donner quelques exemples et vous montrer comment utiliser cette matrice. Aussi, la C1011 depuis 2009, ça faisait déjà un bon moment. Et donc, il y avait pas mal de questions qu'on avait rassemblées dans une Frequently Asked Questions. Et donc, on a tout intégré dans la prescription aussi. Et donc aussi, les évaluations majeures dans le monde d'énergie sont aussi intégrées. Par exemple, au début, il n'y avait quasiment pas de système de stockage d'énergie. Et donc, dans la version de 2012, il n'y avait rien spécifique pour les systèmes de stockage. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau dans l'édition de 2019, qu'on a fait la distinction et que les règles sont plus faciles maintenant pour raccorder des batteries. Oui, dans ce processus de rédaction de la nouvelle prescription, on a aussi fait plusieurs éditions draft, on a fait des consultations publiques pour avoir le retour des stakeholders. Donc, on a essayé d'intégrer au maximum les questions du
des gens qui utilisent la prescription. Et donc la prescription C1011, le domaine d'application n'a pas vraiment changé par rapport aux éditions qui étaient avant. Et donc la prescription, elle sert à définir tous les aspects qui sont importants quand on raccorde une production décentralisée au réseau public. En fait, ce qui intéresse les gestionnaires de réseau, c'est quel peut être l'effet de cette installation sur le réseau public. C'est uniquement les installations qui fonctionnent en parallèle avec le réseau qui sont dans le scope du document, pas les installations qui sont toujours off-grid par exemple, parce qu'ils n'ont aucune influence sur les réseaux, donc il n'y a pas besoin d'exiger quoi que ce soit là-dessus. Et donc là aussi, le scope est basé sur le fait qu'il faut garantir la sécurité du personnel du GRD, que le personnel du GRD peut travailler en sécurité sur l'infrastructure du réseau, que le gestionnaire arrive à maintenir la stabilité du réseau nécessaire et d'avoir une continuité d'approvisionnement d'énergie en Belgique. Et quelque chose qui a aussi été élargi maintenant, c'est que les étapes de connexion pour les gestionnaires ont été harmonisées au maximum. Donc il y aura plus de description des étapes de raccordement parce qu'ils sont plus harmonisés entre les GRD maintenant. Il y a aussi certaines particularités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, des réseaux fermés de distribution, il y a des règles particulières. La prescription C1011 n'est pas applicable sur les réseaux de Elia, donc sur les réseaux de transport, Elia a ses propres prescriptions pour ça. Donc la C1011 ne contient pas non plus, comme j'ai dit, les prescriptions complémentaires par GRD. Ça peuvent être certains paramètres pour certains éléments, ça peuvent être les exigences sur l'armoire de télécontrôle. Mais donc on a essayé de limiter cette partie qui vient se mettre en plus de la prescription commune pour tous les GRD. La construction d'une cabine, il y a des aspects qui sont importants, mais la plupart des exigences se trouvent dans une autre prescription. Même chose pour les aspects de qualité de l'attention. Il y a des prescriptions spécifiques pour ça. Et aussi très important, il y a pas mal de questions là-dessus. La C1011, c'est une prescription technique, donc elle ne parle pas des aspects financiers, ni des aspects des compteurs ou des mécanismes de primes et tout ça. Et aussi, la sécurité de l'installation intérieure du client, ce n'est pas dans le domaine de la C1011. Donc, si vous appliquez la prescription C1011, ça ne garantit pas encore la sécurité pour le client. Ça, c'est l'RJE et c'est en dehors de la prescription Synergrid. Et donc, vous pouvez trouver la prescription sur la page prescription technique. Et pour l'instant, il y a encore 2 éditions parce que l'édition de 2012, elle reste valable jusqu'à fin octobre. Et à partir de 1er novembre, il y aura uniquement celle-là. Et donc, la matrice que vous avez là, elle se trouve aussi sur le site, ainsi que la traduction en anglais. Je vais vous donner un bref aperçu des chapitres pour vous montrer un peu la structure. Donc, il y a d'abord 4 chapitres qui sont assez génériques, introductrices presque. Donc, il y a les dispositions générales comme l'objet, le cadre légal. Là, on fait aussi le lien avec le code européen, par exemple. Et aussi certaines dérogations, mais sur l'application de la C1011. Ensuite, il y a le champ d'application, donc le scope, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris, certains cas particuliers comme les réseaux fermés de distribution. Et ici, il y a un chapitre assez important qui est limité à 1 page et demie, qui est la validité de la prescription et certaines dates clés et aussi la transition, mais je reviens sur ça plus tard dans la partie 3. Et ensuite, des définitions et des acronymes. Mais là se trouve par exemple aussi la définition d'une petite installation de production décentralisée. Donc, à quelles exigences est-ce que vous devez répondre pour pouvoir considérer que c'est une petite installation et de profiter de certaines souplesses pour cette installation. Ensuite, il y a un chapitre séparé pour la procédure de mise en service et hors service. C'est une description étape par étape.
Il y a aussi quelques slides dans la partie 3 sur ça. Et on a fait 2 paragraphes séparés, une procédure standard et une procédure simplifiée pour les petites installations. Donc, selon le cas, vous pouvez juste lire une des 2 parties. Et là, il y a 3 chapitres qui font en quelque sorte des couches. C'est-à-dire, chapitre 6 écrit les exigences techniques de base de l'installation de production décentralisée. Donc, en fait, c'est l'unité même, comme elle est produite par un fabricant, par exemple, à l'étranger, comme vous pouvez l'acheter sur le marché. Donc, c'est la conception et les constructions des unités mêmes. Donc, c'est un chapitre qui sera surtout destiné aux fabricants. Et historiquement, dans l'évolution, on avait choisi de faire ça dans une sorte de annexe séparée. Comme ça, les fabricants peuvent utiliser juste cette annexe et pas tout le reste. Et donc, il y a une procédure d'homologation qui est basée sur ça. Et donc, si vous répondez au chapitre 6 et l'unité est conforme à la prescription C1011, vous allez l'installer quelque part dans une certaine installation, un certain réseau avec certaines caractéristiques. Et donc, à cause de ça, il y aura encore des équipements additionnels qui sont nécessaires pour intégrer cette unité à cet endroit spécifique du réseau. Ça peut être des protections, des verrouillages, veiller à l'équilibre des phases, la communication avec le GRD. Tout ça se trouve dans le chapitre 7. Et la matrice se base, entre autres, sur ce chapitre-là. Et puis, quand tout s'est bien passé, l'installation est raccordée, elle est en fonctionnement, l'installation est en service, il peut y avoir des interactions avec le réseau encore. Et donc là, il y a certaines exigences sur la compatibilité avec les réseaux publics, mais quand l'installation est en fonctionnement normal. Par exemple, l'effet des signaux de télécontrôle et commande du GRD, comment l'installation réagit sur ça et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, la qualité de la tension et des aspects comme ça. Donc c'est un peu 3 couches qu'on peut voir dans la vie d'une installation ou d'une unité. Et ensuite, il y a encore 4 annexes. L'annexe A, elle est très limitée parce qu'en fait, c'est la matrice, c'est un lien vers la matrice. Annexe B est un petit annexe qui explique un peu les procédures d'homologation, donc elle est aussi plutôt destinée aux fabricants, mais aussi aux installateurs pour savoir comment ça marche. Annexe C, ça c'est les réglages de protection, donc les paramètres d'un côté les systèmes de sectionnement automatique, intégrés ou externes, et d'autre côté les paramètres pour un relais de découplage. Et finalement, l'annexe D, c'était donc le contenu du chapitre 6 qui décrit toutes les exigences de base pour une unité. Et donc, dans le passé, une homologation d'une unité était assez limitée et focalisée sur certaines caractéristiques, principalement ce qui avait changé entre 2009 et 2012. Mais maintenant, on a décidé d'étendre cette procédure et de prendre toute l'annexe D comme base pour l'homologation. Et ça devait vous faciliter la vie parce que l'homologation sera déjà faite au niveau Synergrid. Donc si vous choisissez une unité qui est sur la liste C1026 de Synergrid, il y a déjà tout un paquet d'exigences qui est rempli par le fabricant et qui a été contrôlé par l'homologation. Donc dans la partie 3, j'ai fait une sélection de certains aspects qui peuvent être intéressants pour vous. Je commence avec la validité de la nouvelle édition. Il y a certaines dates clés. La première, c'est qu'elle a été publiée le 1er septembre 2019 et les GRD, les gestionnaires, ont décidé que... donc, en fait, les régulateurs ont décidé qu'il faut 2 mois de transition et que donc, à partir de la publication, 2 mois plus tard, l'application sera obligatoire. Et donc, elle sera obligatoire à partir du 1er novembre. Mais dans cette édition, il y a des aspects qui sont quand même plus intéressants pour beaucoup de gens par rapport à la version de 2012. Notamment la limite de 10 qui a changé à 30, certaines règles plus souples pour les batteries. Et donc c'est pour ça que les gestionnaires ont décidé de permettre déjà l'application de la nouvelle édition à partir de sa publication.
Et donc, l'AC1011 s'applique en principe aux nouvelles installations, donc elle n'est pas rétroactive. Tout ce qui a été installé et qui fonctionne normalement reste comme ça. Il n'y a pas d'obligation d'aller changer par après. Et pour définir ce qui est une nouvelle installation, c'est une définition qui a surtout été décidée par le régulateur belge. Et on a essayé de le traduire dans une phase très pratique du processus de raccordement. Et donc, dans ce chapitre, on a fait référence à une étape spécifique dans la procédure de raccordement pour déterminer est-ce que c'est une ancienne installation ou est-ce que c'est une nouvelle. Donc, est-ce que je peux appliquer l'ancienne version ou est-ce que je dois appliquer la nouvelle. Il y a des schémas qui viennent plus tard sur les processus de raccordement et là, j'ai mis ces deux dates clés. Elle s'applique aussi aux installations existantes, mais uniquement si vous faites des adaptations après la mise en application. Et l'application de la nouvelle édition se limite à l'élément que vous changez. Donc, par exemple, si vous changez un onduleur, le nouveau que vous allez mettre doit répondre aux nouvelles exigences, mais donc pas tout le reste de l'installation. Il y a certaines exceptions qui sont aussi surtout pour les fabricants. C'est le délai entre la publication et la mise en application est assez courte. 2 mois, c'est très court. Et donc, il y a certains aspects qui ont un effet sur la construction de l'unité. Et pour un fabricant, avoir 2 mois pour adapter le concept, la production et tout ça de son installation, c'est trop court. Et donc pour ça, il y a un délai supplémentaire pour certains aspects. Donc les aspects qui ne sont pas nouveaux, qui étaient déjà dans la version de 2012, là l'application est à partir du 1er novembre. Mais pour les aspects qui sont vraiment nouveaux, il y a un délai supplémentaire. Et la même chose pour la procédure d'homologation. Dans la nouvelle procédure d'homologation, c'est aussi inspiré par les codes réseau européens. Il va falloir donner certaines preuves et les preuves doivent être rédigées par des labos certifiés indépendants. Mais donc là aussi, 2 mois entre le moment où les fabricants connaissent les exigences et qui doivent donner les preuves, c'est trop court parce que faire des essais et recevoir des certificats et des rapports d'essais par des labos certifiés, ça prend du temps. Et donc là aussi, il y a un délai supplémentaire. Donc, c'est-à-dire les fabricants doivent techniquement répondre à certaines exigences, mais les preuves peuvent venir plus tard. Et une autre exception qui est nouvelle par rapport à la version de 2012 est intéressant pour pas mal de gens qui ont des installations avec beaucoup d'onduleurs identiques, par exemple. Cette exception dit, par exemple, si vous avez, une installation avec 40 onduleurs identiques, parfois, les gens ont quelques onduleurs identiques en stock, mais ils ne vont plus répondre à la nouvelle, peut-être bien, mais peut-être pas, ils ne vont peut-être pas répondre à la nouvelle prescription de 2019. Et alors, ça serait pas gérable que si un onduleur se casse, que vous devez mettre un onduleur qui répond aux nouvelles exigences et les 39 autres répondent encore à l'ancienne et peut-être le système de gestion n'est pas adapté. Et donc, il y a une nouvelle exception qui dit si l'installation est en service depuis maximum 10 ans, vous pouvez toujours remplacer un équipement par un modèle identique, mais uniquement par un modèle identique. Parce que si vous voulez mettre un autre onduleur, vous pouvez aussi bien mettre un onduleur qui est conforme aux nouvelles règles. Donc cette exception se limite vraiment au remplacement à l'identique, et aussi par exemple sous garantie. Et donc c'est... et il y a quand même, une chose que vous devez quand même appliquer, c'est les paramètres, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut adapter par après. Donc les paramètres soit du système de sectionnement automatique, soit du relais de découplage, vous devez les mettre en ordre, mais pour le reste, vous pouvez utiliser le même modèle. Ici, il y a quelques définitions qui ne sont pas toujours très relevantes, mais on l'utilise parfois dans le texte. Et c'est donc une unité, c'est quelque part l'élément le plus petit qui est capable de produire de l'énergie indépendamment. Donc dans l'exemple qui est ici, il y a 2 unités, parce que cette partie-là peut produire de l'énergie et cette partie-là aussi.
Il y a l'installation, ça c'est important pour la référence, donc c'est l'ensemble de modules de production sur un même point de raccordement. Parce qu'il faut faire attention parfois que les exigences se rapportent par rapport au point de raccordement parfois, et parfois c'est au niveau du module ou de l'unité. Et module, c'est une définition un peu spéciale. C'est aussi, ça vient du code européen. C'est quand c'est un appareil synchrone, un module, en fait, c'est la même chose qu'une unité. Quand c'est non synchrone, un module, c'est un ensemble d'unités sur un point de raccordement. Mais donc, il y a ces explications dans le chapitre de définition. Et un autre élément qui est important, c'est la puissance maximale. Et surtout aussi parce que les listes de matériaux sont utilisées parfois aussi comme référence pour d'autres aspects. Et on a constaté dans la pratique qu'il y a pas mal de discussions là-dessus, ou de confusion même. Et donc, on a défini que la puissance maximale, en principe, c'est la puissance apparente en courant alternatif maximal, donc en kVA de l'installation. Donc, du côté courant alternatif, pas du côté courant continu. Et donc, c'est la puissance apparente, donc pas la puissance active. Et donc, que le module peut générer. Et la raison pour laquelle les GRD sont surtout intéressés d'avoir la puissance maximale en kVA, c'est qu'ils sont intéressés de connaître l'effet maximal que peut avoir une installation sur leur réseau public. Et donc, on est bien conscient qu'en général, en puissance nominale, l'effet sera plus petit. Mais donc, il a été choisi de prendre cette référence-là pour tout le monde. Et autre chose qui est bien définie maintenant, où il y avait de la confusion dans le passé, ou toujours maintenant, c'est qu'une limitation de puissance par software ou firmware n'est pas valable pour diminuer cette référence de puissance maximale. Et c'est pour des raisons pratiques, parce que c'est trop difficile de contrôler en pratique et il y a trop de possibilités de changer ça par après. Et donc, c'est clairement dit que ça ne compte pas pour diminuer la puissance maximale. Il y a aussi certains cas particuliers. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est peut-être intéressant à savoir, c'est que pour les groupes de secours, il y a une définition qui correspond à un groupe de secours, comment il était utilisé surtout dans le passé, purement comme groupe de secours s'il y a un problème sur le réseau. Et donc ces groupes, en général, ils vont fonctionner en parallèle avec le réseau que pour des tests, enfin, ou s'il y a un problème. Mais en général, ils sont là pour de la redondance. Donc, ils vont fonctionner en parallèle que pour des tests et que pour des très courtes durées. Et donc, dans ce sens-là, leur effet sur le réseau public est très, très limité. Et ça serait un peu lourd de demander à ce genre d'installation de répondre à l'entièreté des exigences de la C1011 si leur effet sur les réseaux est vraiment très limité. Mais donc, mais avec l'évolution de l'énergie, il y a aussi des groupes de secours qui participent à des programmes de soutien du réseau. Et dans ces cas-là, ils vont fonctionner en parallèle avec les réseaux pendant des durées quand même importantes. Et là, leur effet sur les réseaux est plus important. Et là, on exige qu'ils répondent à la totalité des exigences de la C1011. Mais donc, pour savoir si ce groupe de secours est disons, un classique, ou un qui participe à plus que ça, il y a une définition très claire qui fait la distinction entre les deux. Donc si dans la prescription, vous voyez le petit logo pour le groupe de secours, les exceptions pour les groupes de secours, c'est uniquement pour ceux qui répondent à cette définition plus stricte, des groupes qui ont quand même une influence limitée sur le réseau. Un autre aspect qui est important, qui est un peu caché dans un autre chapitre, c'est les prises domestiques. Dans le chapitre 7 de l'installation, on exige que le câblage est toujours fixe. Et donc, il est interdit d'exploiter une unité qui est raccordée par une prise domestique. Ce choix a été fait, entre autres, parce qu'il y a trop d'éléments qui ne sont pas clairs de sécurité. Et donc, pour l'instant, l'application n'est pas autorisée en Belgique. Pas en parallèle avec les réseaux. Si un client veut utiliser ça dans un réseau qui est totalement off-grid tout le temps, il n'y a pas de contact avec le réseau public, il n'y a pas de souci. Mais donc, en contact avec le réseau, en parallèle avec le réseau, ce n'est pas autorisé.
Ça, c'est une nouveauté qui est intéressante pour pas mal de gens qui veulent installer des batteries, des systèmes de stockage. Donc, pour des petites installations, la définition classique, c'était la puissance maximale se limite à 10 kVA en triphasé ou 5 kVA en monophasé. Et ça n'a pas changé. Donc, pour un raccordement basse tension monophasé, en général c'est 5 kVA. Il y a des gestionnaires de réseaux qui permettent plus, entre autres RESA. Et pour un raccordement triphasé en basse tension ou en haute tension, la limite reste 10 kVA. Mais ce qui est nouveau, c'est que à côté de ça, vous pouvez ajouter encore 5 kVA de batterie en monophasé ou 10 kVA en onduleur de 10 avec des batteries derrière en triphasé, et vous pouvez toujours considérer que c'est une petite installation. Donc la définition d'une petite installation est devenue un peu plus flexible pour des systèmes de stockage. Et donc pour être une petite installation, il y a 4 conditions. Et donc la deuxième, c'est que chaque unité a un système de sectionnement automatique. En général, c'est intégré, mais un système externe est autorisé aussi. Et pour ça, on va faire une nouvelle sous-liste dans la liste des matériels homologués C1021. La plupart des onduleurs pour le photovoltaïque, ils ont un système intégré, mais il y a parfois des petites cogènes qui n'ont pas ça et qui veulent utiliser un système externe. Et ça, c'est nouveau aussi. La troisième condition, c'est que s'il y a une combinaison entre du stockage d'énergie et une production classique, disons, comme des panneaux solaires, il faut prévoir un capteur N-Flury. Dans le slide suivant, j'explique ce que c'est. Et la quatrième condition pour considérer une installation comme petite, c'est qu'il n'y a pas de cas particulier. Il y a certains cas particuliers qui sont définis, qui ont aussi des exceptions. Et donc la logique, c'est que vous ne pouvez pas combiner les exceptions. Soit vous considérez que c'est un cas particulier et vous profitez des exceptions qui sont là, ou soit vous trouvez que c'est plus important de le considérer comme une petite installation, et donc vous remplissez ces 4 conditions. Et dans ces conditions-là, par exemple, vous n'avez pas l'étude réseau, le processus de raccordement est plus facile, vous ne devez pas mettre un relais de découplage externe. Donc ça, c'est un nouvel élément, il faut un système de contrôle de puissance si vous avez des batteries. Et en général, donc pour les petites installations, on s'est inspiré sur le système qui existe en Allemagne et qui est connu par la plupart des fabricants d'onduleurs. Ça s'appelle N-Flury et c'est Energieflussrichtung, donc c'est une sorte de dispositif qui veille à la direction d'échange d'énergie ou qui le contrôle même. Et il fait ça au niveau du raccordement, donc pas uniquement au niveau du module même. Et il faut toujours configurer cette limite pour les petites installations à la somme des puissances autres que le stockage d'énergie. Donc si vous regardez ici, par exemple, vous avez un onduleur triphasé de 9 kVA avec des panneaux solaires derrière, et vous voulez ajouter un onduleur uniquement pour des batteries de 5 kVA, votre production pure, disons, de panneaux solaires est 9, donc le système N-Flury doit être limité à 9 kVA. Donc, au niveau du raccordement ici, l'échange avec les réseaux doit toujours se limiter à 9 kVA. Et donc, si l'énergie vient des panneaux solaires ou de la batterie, c'est le système qui le gère, mais ce qui entre dans le réseau doit toujours être limité à 9 kVA et c'est le système N-Flury qui va assurer ça. Et je ne suis pas grand connaisseur de tous les systèmes d'onduleurs, mais les grands fabricants, ils ont déjà ce système intégré dans leur onduleur. Et pour l'instant, on accepte que c'est un système prévu par le fabricant et qu'il atteste qu'il répond à ces exigences d'un système N-Flury. Et pour les autres installations plus grandes qu'ils disent, donc ceux qui ne sont pas des petites installations, il y a un système comparable. C'est plutôt une description fonctionnelle. Et ça peut être un système N-Flury, mais ça peut être un autre système aussi. Là, par contre, la limite d'injection sera déterminée par l'étude réseau.
parce que toute installation qui n'est pas une petite doit faire objet d'une étude réseau, et c'est là qu'on va déterminer la limite qui est acceptable dans cette situation particulière du réseau. La coupure de sécurité. Donc la règle générale, c'est qu'il faut avoir un dispositif de coupure de sécurité verrouillable et accessible de façon permanente au GRD. C'est une définition qui vient de l'RGE. Et en général, c'est la protection des découplages par un relais de découplage qui va assurer ça. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'avant, on acceptait une exception jusqu'à 10 kVA pour les petites installations. Donc cette règle est toujours là. Si vous êtes une petite installation, vous pouvez utiliser un système de sectionnement automatique, donc interne ou externe, prévu pour chaque unité, et il doit être réglé selon l'annexe C. L'annexe C, c'est les paramètres pour ce système de sectionnement automatique. Et chaque unité doit être homologuée pour la liste C1026. Donc ça n'a pas changé. Mais il y a une sorte de nouvelle catégorie, c'est les installations entre 10 et 30. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'il ne faut plus de relais de découplage externe s'il y a 3 conditions qui sont remplies. Donc, premièrement, la puissance est maximale 30 kVA. Mais là, attention, c'est vraiment la somme de toutes les unités. Donc, il n'y a pas ces unités de stockage qui peuvent aller se mettre en plus. C'est vraiment la somme de toutes les productions qui sont présentes. Le deuxième, c'est qu'il y ait un système de sectionnement automatique, interne ou externe. Et aussi que chaque unité est homologuée pour la liste C1026. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un peu de confusion parfois. Il y a des gens qui ont déjà vu cette nouvelle règle dans les drafts qui ont circulé. Et donc, vous pouvez utiliser le système de sectionnement automatique qui est moins cher et plus facile qu'un relais de découplage. Mais au-dessus de 10 kVA, l'obligation de faire objet d'une étude réseau reste nécessaire, et aussi le processus de raccordement standard s'applique. Donc c'est uniquement pour l'aspect système de sectionnement automatique que cette limite de 30 kVA est importante. Donc c'est surtout pour le coût de l'installation. Chez certains GRD, l'étude réseau n'est pas payante pour les petites installations. Et il y a un chapitre sur la coupure de sécurité par protection des découplages. Et là, il y a des caractéristiques plus homogènes entre les gestionnaires de réseau qu'avant. Et donc, il y a des paragraphes séparés pour chaque élément qui est mentionné ici. Donc, il faut un relais homologué. Il y a des définitions de l'endroit du point de mesure, les grandeurs qui sont surveillées, des exigences sur l'accessibilité du relais, et aussi l'appareillage de découplage et l'emplacement physique. Un principe fail-safe, un fonctionnement de backup. Ce qui est important ou intéressant de savoir aussi, c'est une question qu'on avait eue, cette règle de 30 kVA, strictement dit, un système de sectionnement automatique ne répond pas tout à fait à la définition de l'RGE. J'ai oublié de dire. Donc, elle ne répond pas tout à fait à ça. Mais donc, le SPF a écrit une note aux organismes de contrôle pour permettre la même logique qui était déjà acceptée pour les petites installations, aussi pour les installations jusqu'à 30 kVA. Donc, il n'y a pas de problème au niveau légal d'installer ça. Les gestionnaires de réseau travaillent aussi sur des schémas standards, mais c'est encore en rédaction. Voilà. Je vais faire une pause et donc après, on va regarder cette matrice en détail.